Une rentrée pas comme les autres pour les 375 élèves du collège Lucie Aubrac et les équipes enseignantes. Après 2 années de travaux et quelques mois de retard, les cours ont débuté cette semaine dans ce nouvel établissement de 6800 mètres carrés au cœur de la ville neuve de Grenoble. Les ascenseurs valléens tiennent la route pour éviter bouchons et pollution. Pour accéder aux stations, laissez vos voitures en vallée. Les domaines misent de plus en plus sur des modes de transport décarbonés. Et en la matière, le constructeur isérois Poma fourmille de projets. Et puis après les excès des fêtes, c'est le moment de lever le pied sur l'alcool. En participant au Dry January, la ville de Grenoble encourage ses habitants et met en place plusieurs mesures. L'adjoint en charge de la santé, Pierre-André Juven, viendra nous en parler. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 4 janvier 2022. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h. 1 271 166, c'est au 1er janvier 2019 le nombre d'habitants en Isère selon les données relevées par l'INSEE. Un chiffre en augmentation mais avec des disparités. Le Nord-Isère voit sa population augmenter, notamment du fait de Lyonnais qui cherchent à s'éloigner du centre-ville de la capitale des Gaules. À l'inverse, Grenoble, qui reste la ville la plus peuplée du département, perd environ 300 habitants par an pour atteindre 158 198 habitants au dernier recensement. Les plus fortes croissances dans le bassin grenoblois, Coublevis, Cessin et Gières. Cette semaine aussi, on a fait l'appel au collège Lucie Aubrac, tout nouveau, tout beau, qui accueille depuis lundi les enfants du quartier de la Villeneuve à Grenoble, leurs enseignants et les personnels administratifs. 3 ans et demi après l'incendie volontaire qui avait ravagé l'ancien établissement, c'est une excellente nouvelle pour le quartier. Construit dans le parc Jean Verlac sur une surface totale de 6800 mètres carrés, il peut accueillir jusqu'à 450 élèves. En plus des salles de classe, des bureaux, CDI, logements, restaurants scolaires, cours de récré et préau. On y trouve aussi un plateau sportif de 800 mètres carrés et des espaces verts et tout le monde est ravi. Franchement, ça fait du bien. On est heureux d'en avoir un nouveau, tout beau, tout frais. Ça fait plaisir. Et surtout, on a du bon matériel pour faire du bon travail. Et on est heureux de pouvoir revenir au collège. Ça a l'air mieux que dans l'autre collège. En fait, on sera les premiers à être dans le nouveau collège. On sera les premiers pendant 4 ans. Après, je trouve qu'il est beau et il coûte cher. Et ça fait bizarre d'avoir des nouvelles salles. Le collège, il est pas comme avant. Et c'est pas la même taille et on connaît pas trop. C'est un peu triste quand même de quitter l'autre collège où on a quand même passé 3 ans. Mais en soi, je suis quand même content, moi, parce que je me dis que ceux qui sont en 6e, 5e, 4e, ils ont un collège meilleur que le nôtre. Eh ben, c'est impressionnant. On est très excités quand on le découvre parce que tout est neuf, tout est à revoir. On a aussi un peu paniqué parce que nous, en tant que responsables de la vie scolaire, il faut réimaginer toute la surveillance, le circuit de circulation des élèves, l'arrivée des élèves. Avant, ils habitaient un peu plus loin, maintenant, ils habitent tous à côté. Donc, on avait un peu d'appréhension par rapport à la proximité du quartier et tout ça. Pour le cadre, pour les élèves, ils ont plus de place, ils sont dans un endroit neuf et c'est quand même favorable à l'apprentissage, ce genre de choses. Et puis les élèves sont contents, donc quand on est content, on apprend mieux. Et une concertation voulue par le département qui s'est faite en concertation avec les habitants, avec notamment 2000 réponses favorables à l'implantation de caméras de vidéoprotection qui sont en place. Trop c'est trop pour Sciences Po. Dans une tribune publiée ce mardi dans le journal Le Monde, un collectif d'enseignants et d'enseignantes-chercheurs de l'Institut d'études politiques se mobilise pour dénoncer le tourbillon médiatique déclenché il y a plusieurs mois et les violentes critiques proférées par des gens qui ne connaissent pas l'institution et qui nuisent à leur travail et à celui des élèves. Depuis que les noms de 2 professeurs avaient été placardés sur les murs pour leur supposée islamophobie, les signataires de la tribune condamnent les injures envers leurs collègues, mais aussi le fait que l'un d'eux est qualifié dans la presse l'IEP d'Institut de rééducation politique, ce qui lui a valu sa suspension pour 4 mois, c'était le 20 décembre, et de fait la décision du président de la région, Laurent Wauquiez, de retirer ses subventions. Les enseignants demandent à leur ministère de tutelle de rappeler, je cite, que Sciences Po Grenoble, ce sont des enseignements de qualité, des recherches d'excellence et qu'ils ne peuvent plus longtemps être traînés dans la boue. Par ailleurs, une pétition en ligne pour soutenir Klaus Kinsler, le prof suspendu, a recueilli plus de 11 500 signatures.
Vous l'avez peut-être constaté pendant les dernières semaines, neige fraîche et soleil sont souvent synonymes d'embouteillage en direction des domaines skiables. Pour transporter plus de personnes, été comme hiver, de manière plus verte, certains ont fait le choix des ascenseurs valléens. Explication avec Lina Badreddine. Téléski, télésiège, télécabine, difficile de s'imaginer dévaler les pentes sans une de ces remontées mécaniques. En montagne, les moyens de déplacement ont explosé depuis le tout premier remonte-pente à la station de Vars dans les Hautes-Alpes en 1936. Mais pour accéder au pied de ces remontées, il est parfois compliqué de se passer de la voiture. Pour la remplacer, les stations et les collectivités privilégient les modes de déplacement doux. Après les navettes électriques, les ascenseurs valléens ont le vent en poupe. Et le leader mondial du transport par câble, Poma, est sur les rails avec le développement du Funiflane, un funiculaire en Haute-Savoie. L'idée, effectivement, c'est de bénéficier en tout cas des avantages du transport à câble, puisque c'est un transport qui est décarboné par nature, puisqu'il marche à l'électricité. Et l'idée était de voir comment on peut remplacer finalement dans la chaîne d'accès aux stations les routes et tout ce qui tourne autour par des systèmes qui sont aussi des systèmes téléportés. Et en plus de limiter l'empreinte carbone des véhicules, ce système de transport permet aux voitures d'éviter les bouchons et la dangerosité des routes de montagne. En Isère, le tout premier ascenseur valléen est en marche. L'Odol Express rattache le fond de vallée aux stations d'Oz, Vaujany et l'Alpe d'Huez. Il sert à la fois aux skieurs, aux piétons, aux cyclistes, aux travailleurs. Bref, quiconque souhaiterait se rendre en haut ou en bas de la montagne et quelle que soit la saison. C'est une vraie attente de toute la société, d'une manière générale, de la population, des jeunes, pour qu'on puisse continuer à faire vivre ces domaines qui sont quand même des domaines de vie, qui sont importants pour nos territoires, nos départements, avec la certitude que quelque part, on est respectueux, en tout cas, de notre milieu, celui qui nous fait vivre et puis qui nous fera encore rêver longtemps. D'autres ascenseurs valléens vont faire leur apparition. En Isère, un projet de liaison entre Bourdoisan et l'Alpe d'Huez devrait sortir des cartons et un autre à Saint-Gervais en Haute-Savoie. Un investissement qui reste important, 88 millions d'euros par exemple pour le projet Funiflane. La région au secours des apiculteurs. Une enveloppe de 500 000 euros va être débloquée au profit de l'Association pour le développement de l'apiculture en Auvergne-Rhône-Alpes qui redistribuera cette somme aux producteurs éligibles à cet accompagnement. Un coup de pouce pour pallier les pertes de ces derniers mois liées aux conditions météo défavorables de 2021, le gel d'avril notamment. La production serait en baisse de 70% par rapport à une année normale. Avec 2700 apiculteurs déclarés, l'Isère est l'un des territoires les plus importants du secteur. Du sujet apicole au sujet sans picole, le Dry January a commencé. Lancé en 2013 au Royaume-Uni, c'est aujourd'hui un mouvement international, un défi pour faire une pause dans sa consommation d'alcool durant tout le mois de janvier. À la clé, que des bénéfices. C'est ce que l'on va voir avec vous, Pierre-André Juven. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes adjoint au maire de Grenoble en charge de la santé. Alors si l'État a finalement retiré son soutien en 2019 au Dry January sous pression du lobby de l'alcool, ce n'est pas le cas de toutes les collectivités. La ville de Grenoble soutient Dry January. Pour quelles raisons ? Alors pour de nombreuses raisons, mais d'abord vous avez raison de préciser que l'État, alors qu'il s'était engagé à soutenir l'initiative du défi de janvier, pour utiliser le terme français, l'État s'est désisté au dernier moment l'année dernière. Et c'est pour cette raison qu'avec d'autres villes de France et d'autres villes importantes, Toulouse, Nantes, Lyon, nous avons proposé à la Fédération Addiction, qui est une fédération qui coalise plusieurs acteurs, notamment dans le domaine de l'addictologie, de soutenir institutionnellement cette démarche du défi de janvier. La Fédération Addiction a reçu avec enthousiasme ce soutien et cet appui institutionnel, et donc nous nous sommes engagés à leur côté dans cette démarche. Ce n'est pas d'ailleurs la démarche que de la Fédération Addiction, il faut le dire, ce sont tout un tas d'organisations qui sont derrière ce défi de janvier. Il y a également la Ligue contre le cancer ou encore la Société française d'addictologie. Et si nous soutenons le défi de janvier ou le Dry January, c'est évidemment pour toute une série de raisons, et d'abord une raison de santé et de santé publique. On sait que
l'alcool en France est responsable de près de 40 000 morts par an, que l'alcool est aussi une des causes des violences vis-à-vis des personnes, et notamment des violences sexistes et sexuelles. Et donc, lutter contre l'excès d'alcool ou contre une place trop grande que prendrait l'alcool dans nos vies, dans nos quotidiens, dans nos relations sociales, c'est aussi améliorer la santé des habitants et des habitantes. Est-ce que c'est un zéro alcool strict, Dry January? C'est quoi la philosophie? Non, pas du tout. Justement, tout l'enjeu de ce mois de janvier, de ce défi de janvier, c'est de proposer un dispositif qui est un dispositif extrêmement flexible et qui se veut un dispositif sans jugement moral, sans logique prohibitionniste. Il ne s'agit pas de dire non à la consommation d'alcool ou d'interdire la consommation d'alcool. Il ne s'agit pas non plus de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est quelque chose de très important. Il n'y a pas de visée moralisatrice ni prescriptive là-dedans. Il y a simplement la volonté d'interpeller tout un chacun sur sa consommation d'alcool, sur la place, encore une fois, que prend l'alcool dans sa vie. Il y a des fois où on consomme de l'alcool alors qu'on n'en a pas vraiment envie. Et il y a d'autres fois où on en consomme et où on en a très envie, où un bon verre de vin avec un repas se justifie. Et l'enjeu est d'inviter chacun et chacune à s'interroger sur est-ce que je souhaite vraiment boire? Est-ce que sur ce mois de janvier qui suit le mois des fêtes, et donc il y a aussi des bonnes résolutions qui peuvent se prendre à ce moment-là, il n'y a pas des questions à se poser. C'est un dispositif très 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 flexible et qui est fonction de chacun. Alors, vous apportez aujourd'hui la bonne parole, mais quel est, en plus du message, quelle est l'action concrète de la ville de Grenoble? Alors, c'est une première année, c'est une première campagne de Dry January pour la ville de Grenoble. Donc, c'est une politique publique qui est amenée à être enrichie d'année en année. Pour cette première année, il y avait une série de mesures qui ont été prises par la ville. La première mesure, c'était de bannir l'alcool des cérémonies officielles pour montrer que l'on peut passer un bon moment, vivre un moment convivial sans nécessairement boire de l'alcool. L'ironie veut que... Ce sont les cérémonies qui ont été annulées. Voilà, l'ironie veut que la crise sanitaire, à minima, empêche les collations dans les protocoles. Donc, nous n'aurons pas d'alcool ni de boissons servies dans ces protocoles. L'autre mesure que nous prenons, c'est l'interdiction à notre échelle, à la ville de Grenoble, de l'alcool le midi pour ce mois de janvier. Et enfin et surtout, parce que le Dry January, c'est une campagne d'information et de médiation, mais il y a des enjeux aussi d'accompagnement, d'aller vers. Et la ville de Grenoble a décidé de reconduire les crédits qui avaient été engagés par l'État, par ce qu'on appelle la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les addictions. Donc la ville de Grenoble a décidé de reconduire ces crédits pour ce qu'on appelle des médiateurs pairs en santé. Ce sont des travailleurs qui vont dans les milieux festifs pour aller à la rencontre des jeunes publics et les informer sur les risques des excès et des comportements à risque. Voilà, et si on veut avoir plus d'infos, il existe un site internet, dryjanuary.fr. Pour s'inscrire, vous vous êtes inscrit, Pierre-André Juven? Moi, je me suis inscrit, j'ai téléchargé l'application. Pour l'instant, c'est assez simple puisque le 1er janvier a démarré un samedi et que nous ne sommes qu'en milieu de semaine, mais j'ai commencé. Pour l'instant, je suis dans les clous. Un petit mot sur les nouvelles mesures liées à l'épidémie de Covid-19. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, estime que c'est aux collectivités de mettre en place des capteurs de CO2 dans les établissements scolaires. Qu'en est-il à Grenoble ? Alors à Grenoble, nous n'avons pas attendu les bons conseils de Jean-Michel Blanquer puisque nous suivons de très près l'actualité scientifique et il y a déjà un an, nous lisions les rapports et les travaux des chercheurs et chercheuses, notamment d'un collectif qui s'appelle Du côté de la science et qui recommandait l'installation de capteurs CO2 pour justement faire diminuer le risque de contagion dans les espaces clos. Et donc nous avons engagé un travail il y a plusieurs mois de commande de capteurs de CO2 pour l'ensemble des établissements Ils vont scolaires. arriver là ? Ils arrivent, il y en a qui sont déjà en place, il y en a qui vont arriver au mois de janvier. Et normalement, d'ici la fin du mois de janvier, tous les restaurants scolaires, puisque ce sont les endroits où on enlève le masque et où donc le taux de contamination est potentiellement le plus élevé, tous les restaurants scolaires seront équipés. Nous n'avons pas attendu le ministre pour agir. Néanmoins, et il faut le dire, ça a un coût aussi pour la collectivité. C'est du temps d'agents qui ne travaillent que là-dessus. Ce sont des budgets qui sont tout sauf inconséquents à consacrer. C'est-à-dire ?
Là, pour une centaine de capteurs, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'euros parce qu'il ne suffit pas d'acheter un capteur et de le poser dans une salle. Il faut aussi suivre le taux de concentration du CO2, il faut être capable de faire des études, il faut être capable de former aussi les personnels à ces dispositifs. Donc ce n'est pas juste d'aller acheter un capteur et de le poser dans une salle. Et il y a un enjeu sans doute à généraliser ces dispositifs, mais pour ça, les collectivités doivent être appuyées par l'État qui a quand même une compétence en matière de sécurité sanitaire, il faut le rappeler. Merci beaucoup Pierre-André Juven et puis bon courage pour votre défi Dry January. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur telegrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.